Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur ITV. L'actualité de ce lundi 1er mars, c'est d'abord des questions judiciaires. Dame Mbodj et Abdou Karim Gueye sont libres. Pendant ce temps, Assane Diouf et Clédor Sène ont été placés sous mandat de dépôt. Le coronavirus va célébrer 1 an de séjour au Sénégal ce mardi 2 mars 2021. Une année inédite marquée par beaucoup de changements, des pertes surtout. Vous allez partager dans ce journal les réactions et sentiments de ces citoyens qui ont évalué cette première année de lutte commune. Une note pour les médias. Les premières cartes nationales de presse sont attendues en juin. Tous les professionnels de la presse sont alors invités à déposer leur dossier dès ce 15 mars. Les sports vont ensuite suivre, présentés par Pape Malick Diaw. Leur avocat, Maître Khourey Chiba, a fait l'annonce sur sa page Facebook. Dame Mbodj et Abdou Karim Gueye sont désormais libres. Ils ont été interpellés samedi dernier à la place de l'Indépendance pour tentative de manifestation. Pendant ce temps, les 17 femmes membres du PASTEF ont bénéficié d'un retour de parquet alors qu'elles devaient être édifiées aujourd'hui. Toujours dans l'actualité judiciaire, le doyen des juges a décerné un mandat de dépôt contre Assane Diouf et Clédor Sène. Je vous rappelle que Guy Marius Sagna a subi le même sort depuis vendredi. D'ailleurs, tous les trois sont poursuivis pour association de malfaiteurs, provocation au crime et délit, organisation de mouvements insurrectionnels. L'avocat de l'activiste Guy Marius Sagna estime que son client fait l'objet de poursuites non fondées. Maître Moussa Sarr répond aux questions de Miguel Maramdiaye. Guy a été arrêté sur la base de faits imaginaires. Il a été enlevé et séquestré. Guy n'a commis aucune infraction. Il a justement été arrêté parce qu'il est membre de Frappe Dérage, parce qu'il a été directeur de campagne de Ousmane Sonko, parce qu'il pense qu'il soutient Sonko et il ne le cache pas parce qu'il soutient Sonko. Et on ne doit pas, dans un état de droit, dans une démocratie, faire des arrestations préventives. C'est illégal. On lui poursuit pour 3 chefs d'infraction. Organisation d'un mouvement insurrectionnel, association de malfaiteurs, menace à l'ordre public. Voilà. Maintenant, les faits, je dis, c'est des faits imaginaires. Jusqu'à présent, il n'y a pas de faits concrets sur lesquels on peut dire voilà ce que Guy a fait. À part un post qu'il avait publié le week-end passé à la suite du communiqué du bureau de presse de la police. La résistance à l'oppression, Ousmane Sonko a évoqué ce droit pour faire face au pouvoir après l'éclatement du scandale présumé de viol. Maître Moussa Sarr précise que l'on n'est pas dans un contexte de rupture totale de démocratie pour parler de résistance à l'oppression. Ces arguments dans Tok Tok Sénégal de ce lundi, Migui Maramdiaye. L'affaire du viol présumé contre le leader de PASTEF encore sous les feux de la rampe. Malgré la levée de son immunité parlementaire, Ousmane Sonko promet de faire face. Il évoque son droit de résistance à l'oppression. Sauf que notre pays n'est pas encore à ce stade. Vous savez, la résistance à l'oppression est une conception d'abord politique et ensuite juridique. Lui, il estime que les conditions sont réunies et il appelle à la résistance. Bon, à mon avis, on n'est pas dans un contexte de rupture totale de démocratie pour parler d'une résistance à l'oppression. Maintenant, il y a des arrestations abusives et il doit y avoir une résistance pacifique à ces arrestations abusives. Une résistance pacifique, un appel de l'avocat instruit au barreau de Dakar. Mais la robe noire constate avec regret que l'état de droit est en train de sombrer dans notre pays. Il est en phase avec les 102 universitaires. Nous sommes dans un état de droit dans le principe. Mais depuis quelque temps, avec certaines arrestations abusives, les conditions d'un état de police émergent sont en train de se réunir. Et ces conditions sont au nombre de 3. C'est d'abord la réduction des libertés. Personne ne conteste aujourd'hui, il y a des réductions de liberté, de manifester et parfois d'expression. Il y a la surveillance de certains citoyens. Troisièmement, il y a la répression arrêtée par la police. Donc je dis, avec la réunion de ces 3 conditions, il y a aujourd'hui une tendance vers un état de police émergent. Cet état de police qui se dessine montre à suffisance que la démocratie n'existe que de nom dans ce pays, selon l'avocat. Il accuse les acteurs politiques. Et au Sénégal, pouvoir comme l'opposition
de manière générale, dans la société sénégalaise, il y a peu de démocrates. Donc, il faut travailler à l'instauration, à la promotion d'une culture démocratique. C'est ça qui nous permettra de stabiliser notre démocratie, de l'approfondir. Sinon, nous serons toujours dans un éternel recommencement. Parce qu'une bonne part, une certaine frange de la classe politique, de l'opposition comme de pouvoir sont peu démocratiques. À partir de ce moment-là, nous sommes toujours dans des tensions. Maître Moussa Sarr, qui dénonce les arrestations notées dernièrement, avoue cependant que force doit rester à la loi, mais dans la légalité. Merci beaucoup, Meguema Ramzia. Le premier cas de Covid-19 a donc été identifié au Sénégal le 2 mars 2020. Un an après, le constat est toujours aussi amer. Des vies ont été bouleversées, des destins inachevés. Nous vivons une ère inédite avec des mesures de survie. Ces Sénégalais que nous avons interrogés dans ce reportage qui va tout de suite suivre nous ont raconté leur quotidien durant cette dernière année. Ils ont aussi évalué la gestion par l'État de la crise sanitaire. À Bouté d'Issao, Augustin Mandan. Un an de Covid-19 au Sénégal avec son corollaire de victimes. Les Sénégalais tirent un bilan mitigé de la gestion de la pandémie. Je dirais que c'est un bilan mitigé, puisque depuis un an déjà, la première vague, on a pu gérer ça correctement. L'État a laissé les gens faire tout ce qu'ils voulaient faire. Il y a eu des rassemblements. Maintenant que la deuxième vague est venue, l'État n'a pas pu carrément gérer comme il le fallait. Si au début de la pandémie, la peur avait poussé les Sénégalais au respect strict des gestes barrières, avec le temps, le relâchement a fini par prendre le dessus. C'est du moins le constat de ce notable. Le bilan que je tire de la pandémie est quand même positif. Au départ, les gens avaient pris peur par rapport à la campagne qui était faite sur la maladie, mais au fil du temps, les gens commencent à se résister, ils n'ont plus peur parce qu'on constate une négligence notoire sur les précautions d'hygiène et ce n'est pas normal. L'État a fait ce qu'il pouvait faire, l'État ne peut pas continuer à confiner les gens vont se révolter. Nous sommes dans un pays pauvre où les gens ne vivent que dans l'informel. Donc par rapport à ça, je crois que les gens doivent quand même se ressaisir et faire un maximum d'efforts sur les conditions d'hygiène et les précautions qu'il faut par rapport à la maladie. La maladie existe bel et bien. Malgré les efforts consentis par les autorités dans la gestion de cette pandémie, nombreux sont les Sénégalais qui estiment que l'État peut et doit mieux faire pour sortir le pays de cette situation. Et les changements sur le plan sanitaire sont énormes. Le système a complètement été chamboulé, pour reprendre les termes du directeur de la prévention. Dr Mamadou Ndiaye évalue cette première année de lutte contre le Covid-19 au micro de Aliou Diouf et Sédina Mbaye. C'est un bilan vraiment quand même qui a été difficilement supporté par les populations. Près de 35 000 cas confirmés de Covid-19, près de 800 et quelques décès, n'est-ce pas? Beaucoup de dégâts collatéraux sur le plan économique, sur le plan également le fait de bloquer le système de santé globalement dans le cadre de la prise en charge des malades, parce que toutes les capacités des hôpitaux ont été éprouvées, mais également sur le plan des programmes préventifs, à savoir la vaccination, la planification familiale, les consultations, le suivi des patients, enfin des personnes qui doivent être suivies dans les hôpitaux. Tout ce système a été bloqué et il y a eu vraiment une aggravation des choses, et plus bien sûr un système qui n'a pas pu évoluer au plan global, sur le plan économique, sur le plan social, etc., avec vraiment beaucoup de problèmes en vue. Voilà donc globalement ce qu'on peut tirer de ce bilan, mais au plan pays, mais au plan mondial également, c'est la même chose, avec un blocage du trafic, notamment les voyages, l'économie mondiale, les aides aux pays, etc., où toute une année on ne parlait que de Covid. Et l'économiste Mbaye Larouma n'a qu'une seule recommandation, sauver l'économie nocturne. Il fait allusion bien entendu au couvre-feu. Mbaye Larouma estime que l'heure du couvre-feu doit au moins être fixée à 23 heures. Je vous propose de l'écouter. L'économie, il faut la laisser repartir. Certaines personnes commencent à dire que le couvre-feu
Et à défaut de le supprimer carrément, il faut peut-être le repousser à des heures moins serrées que 21h. Parce que vous savez que 21h, actuellement, ce que ça donne, c'est qu'on travaille en demi-journée. Pourquoi on travaille en demi-journée? Parce que Dakar est tellement congestionné avec les embouteillages que pour que les gens quittent Dakar pour aller à Malika, au Kermassar, il faut quitter à 15h. Moi, je prends l'autoroute pour aller à Maris. À 18h, on est par choc contre par choc. Et je me dis donc, moi, je vais passer au Maris, c'est très proche, Pont d'Anne. Mais ceux qui vont à Route de Boune ou à Malika, mais à quelle heure vont-ils arriver chez eux? Donc, toutes ces questions-là nous amènent à dire, mais est-ce qu'on ne devrait pas revoir le couvre-feu pour peut-être le repousser à 23h? Parce qu'il y a une économie nocturne, mais qui est en train de mourir de sa belle mort. Les restaurants, les mamans qui vendent effectivement donc, du tchakri, qui vendent effectivement du ngala, du kéré et autres. 21h, c'est au bout de... Parce que si on dit que 21h c'est le couvre-feu, c'est-à-dire à partir de 20h, il faut tout remballer. Courir dans tous les sens pour trouver un moyen de transport. Je pense qu'il est peut-être maintenant un peu temps de se poser et de regarder l'impact du couvre-feu sur l'économie. Ça a été un désastre. L'impact du couvre-feu sur la santé, est-ce que ça a été une réussite? Moi, je demande à être convaincu. Je ne peux pas dire que ça a été bon, je ne peux pas dire que ça n'a pas été bon, mais je ne suis pas convaincu que le couvre-feu ait été d'un très grand apport dans la jugulation donc, de la maladie. Et dans le bulletin santé du jour, 8 décès sont à déplorer, 212 nouvelles contaminations, 267 patients ont été déclarés guéris et 53 autres sont toujours en réanimation. L'amicale des étudiants de la faculté de médecine de l'UCAD a décidé d'arrêter toute activité pédagogique à compter de ce jour, alors que la campagne de vaccination a démarré il y a près d'une semaine. Ces étudiants, pour la plupart stagiaires dans les hôpitaux, soutiennent qu'ils doivent figurer sur la liste des cibles prioritaires au vaccin. D'autres revendications soulignées par le président de l'amicale, Mohamed Kébé, interrogé par Youssouf Konté et Chartchop. Les étudiants de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie, de manière injustifiée et injuste, sont privés de vaccination au niveau des sites hospitaliers, alors que ces derniers sont en première ligne pour la lutte contre la pandémie à coronavirus dans notre pays. Ce que nous disons absurde, ce que nous disons injuste, ce que nous dénonçons avec la dernière énergie. Mais à cela aussi, il faut ajouter d'autres points qui motivent ce point de presse, des points qui sont pressants et pour lesquels nous peinons à trouver gain de cause. Je veux parler de la prise en charge vaccinale des étudiants de la faculté de médecine qui sont très exposés au virus comme l'hépatite B. Depuis des années, nous on fait des démarches. Depuis des années, nous on a réfléchi par rapport à des stratégies pour faciliter même la tâche à l'autorité. Mais jusque-là, nous notons que l'autorité daigne ne pas accorder d'importance à ce point crucial. Et nous disons qu'on ne se doit plus de se faire, de se laisser aller. On ne doit plus être dans une dynamique où l'autorité va risquer la vie des étudiants. Nous disons niet. C'est pourquoi nous avons procédé à une cessation de toutes les activités pédagogiques au niveau de la faculté de médecine en ce jour. Nous appelons monsieur le recteur Ali Mbaye à vraiment revoir sa copie et à reconduire le contrat Dakar-Dem-Dik qui a toujours été là depuis 2006 et qui est une aubaine pour les étudiants de la faculté de médecine, même s'il ne résout pas totalement le problème de la mobilité des étudiants vers les sites de stage hospitaliers. Et pour clore ce chapitre santé, le poste de santé du village de Kumbala Latmengue vient d'acquérir une ambulance, une action du maire pour améliorer les qualités de soins des populations à Damassar. Astomaï correspondance. Après 23 ans d'existence, le poste de santé du village de Kumbal dispose désormais d'une ambulance. Selon le donateur Dr Makumba Diouf, par ailleurs maire de la commune de Latmengue, cette action répond à son slogan « Un poste de santé, une ambulance ». Vous le savez, le rôle des ambulances, une ambulance médicalisée qui permettra d'aider à rapprocher les soins de santé, mais aussi à régler les questions des évacuations dans le cadre de certaines interventions qui devraient se faire au niveau de l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass ou alors vers Dakar. Donc, on a pu acquérir à nos frais, personnellement, une ambulance médicalisée. C'est l'occasion de vous dire, pour nous en féliciter, que notre objectif d'un poste de santé, une ambulance, au début de notre mandat, cet objectif a été atteint. Le chef du village magnifie ce geste. Nous sommes très satisfaits, très contents d'avoir reçu cette ambulance au nom de la population.
l'ambulance est venue à son heure. Parce que c'était quelque chose qu'on cherchait, qu'on voulait. Donc, nous sommes très contents. Concernant la campagne de vaccination contre la pandémie de Covid-19, le maire de Latmingué montre la voie. J'ai pris ce vaccin pour donner le ton, pour lancer la campagne, mais aussi pour exploiter ce prétexte pour sensibiliser la population de la commune de Latmingué et au-delà de Latmingué, de la population du Sénégal sur l'urgence et l'opportunité de prendre les vaccins. À noter que la valeur de cette ambulance est estimée à 7 millions de francs CFA. On retiendra également de l'actualité de ce lundi. Les premières cartes nationales de presse sont attendues au mois de juin prochain. Les dépôts démarrent ce 15 mars. Le président de la commission de la carte nationale de la presse, Daoud Amine, nous livre les détails de la procédure. La date du 15 mars a été retenue suite à des travaux que nous avons eu à effectuer parce que tout le travail intellectuel a été effectué. Nous avions travaillé sur un règlement intérieur pour fixer les règles du jeu, règlement intérieur qui était prévu par le nouveau code de la presse. Après cela, nous avons travaillé sur le canevas pour la validation des acquis de l'expérience, parce que la commission a deux rôles, délivrer la carte nationale de presse à ceux qui sont sortis d'école de formation, mais également valider l'expérience de ceux qui ne sont pas sortis d'école de formation avant de leur délivrer la carte nationale de presse. Après cela, nous avons travaillé sur un site internet qui doit recueillir les dépôts en ligne. Mais pour être en conformité avec la loi, il fallait homologuer ce site-là. Parce que comme ce site-là doit recueillir les données personnelles des journalistes et des techniciens de la communication, il fallait que ce site-là soit agréé par la CDP, ce que nous avons fait. Aujourd'hui, nous avons terminé tout ce travail-là. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'il faut aller dans la phase pratique de la chose, c'est-à-dire commencer à délivrer la carte nationale de presse. Donc aujourd'hui, la rencontre serait annoncée la date de démarrage, mais également projeter le site pour montrer comment on peut postuler à travers le site, également répondre aux questions des journalistes. Parce que depuis notre installation, le 27 janvier 2020, nous n'avions pas rencontré la presse pour leur expliquer ce que nous avons fait et ce qui nous restait à faire. La loi nous dit qu'après le dépôt, nous avons 3 mois pour délivrer les cartes nationales de presse. Donc, si les gens déposent à partir de mars, bon, calculez 3 mois, mars, avril, mai, juin, à partir de mi-juin, au plus tard, en fin juin, les premières cartes devront être distribuées. Les actualités des sports présentées par Pape Malik Diaw. Bonsoir Pape Malik. Bonsoir. Nous démarrons cette page des sports avec le Tour d'Europe des Lions. Les Sénégalais se sont illustrés en Ligue 2 française. En Italie, Kalidou Koulibaly a été expulsé. Effectivement, en France d'abord, où Moussa Koné a retrouvé donc le chemin des filets pour un nul, un but partout entre Nîmes et Nantes. Moussa Djité et Pape Ibnouba ont également marqué, mais c'est en Ligue 2. Ibrahima Mbaye en Serie A rejoué et a marqué aussi, pendant que Kalidou Koulibaly de son côté a vu rouge, c'est-à-dire qu'il a été expulsé. En Turquie, Alassane Ndao et Mame Biram Diouf explosent les compteurs. Le Tour d'Europe, c'est avec Cheikh Diop. C'est en France où nous débutons ce Tour d'Europe des Lions. Moussa Koné marque enfin avec Nîmes. En difficulté depuis plusieurs mois, l'attaquant sénégalais a marqué et permis à son équipe d'obtenir un nul, un but partout face à Nantes. Metz avec Mohamedou Lamine Gueye et Pape Matar Sarr titulaire est allé s'imposer sur la pelouse de Bordeaux avec notamment Youssouf Sabaly titulaire. Habib Diallo lui a arrêté la balle de match lors de la rencontre Strasbourg-Lille qui s'est terminée sur un match nul, un but partout. En Ligue 2, Grenoble et Niort ont fait match nul, un but partout. Et tous les buts marqués par des Sénégalais, en l'occurrence Moussa Djité et Pape Ibnouba. En Angleterre, Sadio Mané n'a pas marqué mais est passeur décisif lors du succès des Reds sur la pelouse de Sheffield United de 2-0. Par contre, pas de but dans le choc qui opposait Chelsea de Edouard Mendy et Manchester United. Mbaye Diagne et West Brom ont fait le minimum en s'imposant devant Brighton 1-0. Un détour en Espagne et Ibar a arraché le nul devant Huesca grâce à une réalisation signée Pape Kouli Diop. En Italie, retour gagnant pour Ibrahima Mbaye. Le latéral de Bologne a marqué le premier but des siens lors de leur victoire devant la Lazio 2-0. Par contre, Kalidou Koulibaly a été expulsé lors du succès de Naples devant Benevento 2-0. En Turquie, Fatih Karagümrük renoue avec le succès.
2-0, c'est le score de la rencontre face à Analia Sport avec un nouveau but signé Alassane Daou. Mam Biram Diouf lui a inscrit un doublé pour une large victoire de Ataya Sport devant Ankara Gurchou de Hassan Diousé 4-1. Chérif Ndiaye est le seul buteur de la rencontre de Gostepi devant Kassim Passa en Belgique. Pour terminer, Ostende s'impose devant Malines grâce à Papa Matar Gueye qui a lui marqué son 10e but de la saison. Merci beaucoup, cher Diop. Nous parlons de la CAF à présent. L'Assemblée générale élective de la Confédération africaine de football est prévue ce 12 mars à Rabat, au Maroc. Effectivement, élection de la présidence de la CAF Dakar qui sollicite d'abord le soutien de Ouagadougou, une délégation conduite par le ministre sénégalais des Sports qui a été donc reçu ce matin dans la capitale burkinabé par le président du Faso, à savoir Marc Christian Kaboré, qui salue l'initiative et prodigue des conseils à propos. Écoutons donc Matar Ba à la sortie de l'audience. Il est au micro de Ndiaga Thiam. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par le président du Faso et nous sommes porteurs d'un message de son homologue, le président Macky Sall, président de la République du Sénégal. Et nous sortons très heureux de la rencontre, de l'audience que le président du Faso nous a accordée. Au-delà du message du président Macky Sall, il nous a prodigué des conseils, parce que vous savez que nous sommes dans la campagne pour la présidence de la CAF, et au-delà des fédérations, il y a aussi les pays. Et il fallait venir le rencontrer le ministre des Sports et le président de la fédération burkinabé de football pour discuter autour de l'unité africaine, discuter aussi autour du football africain, faire de sorte que cette élection ne soit pas source de division, qu'on puisse y aller ensemble pour relever les défis qui interpellent le football africain. Et depuis qu'on est au Burkina, toutes les discussions ont tourné autour de cette question. C'est à l'image du président du Faso qui aussi est en train de faire ce même travail au niveau de ses pairs pour que l'Afrique reste unie et se renforce. Au-delà de cette candidature aussi, nous avons sollicité son accompagnement et des instructions qu'il lui plairait de donner au ministre des Sports pour que nous tous, nous travaillions ensemble, qu'on noue ce partenariat sud-sud dans le domaine des sports en mettant en relation nos différentes fédérations. L'échange d'expérience permettrait effectivement de renforcer cette coopération et nous permettrait effectivement d'avancer. Et justement, nous restons avec cette élection et l'Assemblée générale élective donc de la CAF qui est prévue ce 12 mars à Rabat. Et selon Sud Quotidien, la FIFA a fini de trouver un compromis entre les 4 candidats en lice. Le Sud-Africain Patrice Motsepe sera donc le président et le Sénégalais Augustin Senghor est promu premier vice-président. Protocole qui surprend beaucoup d'acteurs, mais pas du tout à Demba Varor, le reporter à Sport News Africa, qui croit que le patron de la FIFA veut avoir le contrôle sur le prochain bureau de l'instance mère du football africain. Il est avec Saïko Saïdi. Je ne prendrai pas parce que depuis 2017, on sait tous que la FIFA tire les ficelles au niveau de la CAF. Et Gianni Infantino lui-même ne s'en cache plus, parce qu'il faut être vraiment un novice dans la politique pour se dire que sa visite la semaine dernière au niveau des chefs de l'État était fortuite. Parce que venir rencontrer les chefs d'État, différents candidats au poste de présidence de la CAF à un mois des élections, c'est louche. Ça veut dire qu'il a discuté de ça. Et quand il est venu au Sénégal, il a parlé d'unité de la CAF. Donc je pense que la FIFA qui avait tiré les ficelles pour l'élection de Ahmad est encore en train
de tirer les ficelles pour l'élection de Patrice Motsepe. Et donc, moi, cela ne me surprendrait pas. Je le dis encore et je le répète, la FIFA sait que l'Afrique est actuellement un terrain vierge. Il y a beaucoup de choses à faire ici et la FIFA n'est pas en odeur de sainteté avec l'UEFA, donc elle essaiera toujours d'avoir l'Afrique qui a 54 États à ses côtés. Football en Europe, ce lundi, la police a perquisitionné les locaux du FC Barcelone et Josep Bartomeu est accusé de détournement de fonds. Il s'agit de l'ancien président du FC Barcelone. Effectivement. Et pour rappel, l'ancien président, donc Josep Bartomeu, est accusé d'avoir utilisé une agence de communication pour discréditer ses opposants, y compris certains joueurs, à savoir Gérard Piqué ou encore Lionel Messi, mais aussi d'avoir détourné des fonds. L'opération aurait coûté près d'1 million d'euros au club et n'a pas été signalée au conseil interne juridique et financier. Les autres personnes arrêtées dans cette affaire sont Oscar Graou, qui était le directeur général du club, et Roman Gomez Ponti, chef des services juridiques. Encore une bombe pour le FC Barcelone à quelques jours du match retour de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. De l'athlétisme pour terminer, Pape Malick Diaw, une discipline fortement touchée par un défaut d'infrastructure. Tout à fait. Au Sénégal. Effectivement, c'est bien dit. C'est puisque c'est la même musique, mais ce sont les pas de danse qui ont changé. Après le basket et le football, place à l'athlétisme qui crie au secours. La situation de l'infrastructure est plus qu'inquiétante. Elle freine même l'élan de cette discipline dans la région et sur l'étendue du territoire. Reportage Seiko Saidi. Malgré l'état alarmant du stade Léopold Sédar Senghor, la Ligue de Dakar d'athlétisme y tient quand même ses activités. Ce week-end, elle a tenu la 8e journée du championnat régional. On a une participation massive de l'ensemble des clubs de Dakar pendant nos journées de compétition. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Donc l'athlétisme se porte très bien au niveau de Dakar. L'athlétisme se porte bien à Dakar. Les performances des athlètes le confirment. C'est une compétition de haute facture parce qu'il y a eu de belles performances justifiées par la présence de l'AACD, donc le Centre de développement de l'athlétisme africain. Aux 200 mètres par exemple, si on assiste à des performances de 20 secondes, ça ne court pas les rues. Au saut en longueur, on assiste à des performances supérieures à 7 mètres. Et aussi, nous voyons qu'aux 400 mètres et même où il y a des locaux, on a enregistré de très belles performances en deçà de 52 secondes. Ces athlètes peuvent mieux faire, sauf que les conditions ne sont pas réunies. Dakar ne dispose pas de tartan, un problème d'ordre national. Vous avez vu, nous sommes actuellement au stade Léopold Sédar Senghor et que nous organisons nos compétitions actuellement au stade Léopold Sédar Senghor. Vous avez vu les conditions. Le stade est dans un état de délabrement très avancé. La piste est praticable, mais là, on fait des efforts pour pouvoir au moins être à la hauteur, pour pouvoir organiser des journées de compétition. Quant au stade Iba Mar Diop, le stade Iba Mar Diop n'est plus praticable. Donc là, à ce niveau, du point de vue du côté des infrastructures, on peut dire que ça ne va pas bien. Et dans les autres régions aussi, ils ont d'énormes problèmes pour accéder à la piste parce que la cohabitation n'est pas facile, mais aussi le contexte pandémique n'y s'y est pas. Nous appelons vraiment les décideurs à voir comment trouver maintenant des moyens, des voies et moyens pour nous trouver des solutions de rechange avant que ces installations soient refaites. L'athlétisme est l'une des disciplines sportives qui ont valu le plus de satisfaction au Sénégal lors des joutes continentales et mondiales. Discipline qui aujourd'hui souffre par le manque d'infrastructures et d'une politique d'accompagnement. Seiko Saidi sur ces problèmes de l'athlétisme à quelques mois des JOJ. Voilà comment se termine cette page des sports. Adabanouch Kaba, merci. Merci à vous, Pape Malick Diaw, pour toutes ces informations. Merci également à vous d'avoir été avec nous. C'était l'essentiel de l'actualité de ce lundi. Un merci aussi à toute l'équipe de la régie, Cheikh Hassan Afal, pour la suite de la Total Blog Information. Et je vous retrouve demain dans le 19h45. Au revoir.